Salut les gens de France, enfin de ce qui reste de la France. Donc je viens à vous ce soir dans un contexte un peu particulier. Euh, je vais sortir un petit peu de mon boulot de sentinelle et on va déballer dans l'humain. Ouais, euh, pourquoi? Parce que j'ai pris une grande claque dans ma gueule ce soir. J'ai eu mon fils au téléphone, je vais passer le week-end avec lui, j'étais tout content. Et finalement, bien qu'accusé par toute l'utéromanie française d'être un parent manipulateur, un pervers, un méchant, bref, un homme, quoi. Vous avez compris que le mâle hétéro-blanc, c'est nos futurs, quoi. Donc j'étais le manipulateur, donc j'appelle mon fils très gentiment ce soir pour savoir si tu veux le voir demain. Puis je dis, bon, tu veux que je vienne te chercher avant le football ou après le football, quoi. Pas faire chier, quoi, hein, normal. Il a une mère, il a une vie, bon, je respecte, donc je me demande à quelle heure je viens, puis finalement le gosse m'a dit, bah non, tu viens pas, c'est pas la peine, on se verra au fait, et c'est là que c'est marrant, parce que comme ça, tu auras plus de sous, on sera pas obligé de bouffer chez Lidl, et on pourra aller au restaurant. Ça c'est vraiment, vous allez me dire, c'est vraiment la préoccupation normale d'un enfant de 10 ans, c'est vraiment le discours d'un enfant de 10 ans, pas manipulé du tout, du tout, du tout. Hein, c'est pas. Il a un papa aliénant, ça, forcément. C'est le papa qui aliène. Bon, bah, le papa, il a dit ok, ok, oh, pas de conflit, pas de conflit. On se verra quand tu voudras, mon pote. Hein, c'est pas. On peut pas faire mieux, on peut pas être moins conflictuel. Voilà, parce que j'ai pas envie que mon gosse souffre d'un conflit, donc j'évite. Donc, bah, évidemment, ce soir, j'avais un peu les boules. Hein, j'avoue que quand on attend de voir son fils pendant 15 jours puis qu'on le voit pas, bon, bah, bobo le cœur, quoi. Comme tout le monde, j'ai beau être vieux, j'ai beau être blindé, j'ai beau avoir vu la moitié de la misère de l'humanité matérielle sur les pompes, je suis quand même pas moins humain. Donc, ben, j'ai appelé un pote, voilà, on a discuté, on a papoté, et je me suis aperçu qu'il y a un fossé générationnel entre lui et moi. Et c'est ce qui fait un peu ma richesse en fait. C'est ce qui fait que je peux encore vous être un petit peu utile avant de m'en aller comme tous les dinosaures le font. Je peux encore vous rendre un peu service. Donc je vais raconter ma vie, et je vais vous la raconter aussi. Ma vie des années 60-70, quoi. Hein, ça. Et puis après on va partir ensemble, on va faire l'histoire un petit peu, l'historique, de savoir comment vous en êtes arrivé à l'hystérique. Parce que c'est vraiment le cas, quoi. Là, ça pue le génocide par tous les ports, ça pue l'extermination par tous les ports, mais ceux qui n'ont pas vécu mon époque ne peuvent pas vraiment, vraiment mesurer l'impact des manœuvres qui sont entamées tous les jours contre mon peuple. Donc en fait, il y a des gens comme Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild, le groupe Bilderberg d'une manière générale et tant d'autres, qui ont décidé d'éradiquer mon peuple, qui ont décidé de mettre la main sur le monde entier et de faire régner un nouvel ordre mondial. Hein, bah oui, bah oui, c'est bien. Parce que l'ancien ordre mondial, non, ça leur plaisait pas. Ah bon, bah on est désolé. Nous ça allait, on était assez heureux dans cet ancien ordre mondial, on se passait très bien de vos interventions, de vos guerres, de vos famines, de toutes vos saloperies génocidaires. On s'en passait, mais alors d'une force. Je ne peux pas savoir, mais bon, vous voulez vraiment votre nouvel ordre. Dans l'absolu, je ne suis pas quelqu'un de contrariant, vous voyez, le nouvel ordre mondial ou l'extermination des gens, les vaccins tueurs, les chemtrails, la malbouffe, pousser des populations entières au suicide en trafiquant sur la monnaie. Bon, je veux bien être joueur, je comprends que vous soyez gamin, je comprends que vous vouliez dominer la partie de Monopoly. J'étais gamin moi aussi. Hein. Je comprends votre truc. Hein. Vous n'êtes pas mauvais dans votre style d'ailleurs. Franchement, vous avez fait très très fort hein, dans le style arnaquer les cons. Franchement, vous me surprenez encore les mecs. Hein. Franchement, plus j'avance dans la vie, plus je me perçois de l'enculade, plus je me dis oh respect là. Voilà. La seule petite erreur, c'est que vous ne m'avez pas demandé mon avis avant d'éradiquer mon peuple. Ça me fâche, parce que c'est quand même mon peuple. Hein, on est entre goy, on n'est peut-être pas beau, mais
on s'aime bien entre goy, quoi. Pas qu'on vous déteste forcément, hein, mais c'est qu'on s'aime bien entre goy. Et puis moi j'aime bien mon fils, c'est très con, mais votre vision de la famille française atomisée, ridiculisée, broyée, avec des gosses délinquants ou complètement tarés, c'est pas tellement ma tasse de thé, quoi. Donc, on aurait pu se concerter avant, les mecs, on aurait pu me téléphoner, je sais pas, on aurait pu faire quelque chose, on aurait fait un deal, on a trouvé un compromis, quoi. On vous aurait laissé jouer ailleurs, mais là, vous m'avez fâché, là. Franchement, j'avoue que je suis un peu fâché quand même. Je vois mon peuple qui dépérit, je vois mon gosse qui dépérit, je vois la famille française qui dépérit, l'instruction qui dépérit, la santé qui dépérit, l'oxygène qui dépérit, l'eau du robinet qui dépérit. Vous commencez à me les briser un petit peu trop, quoi. Donc je suis obligé d'ouvrir ma gueule. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Bah, je suis un assisté social, j'ai pas une thune, je suis pas grand monde, j'ai pas un QI, j'ai un QI de fourmi rouge, quoi, pas plus, hein. Voilà, un peu plus qu'une grenouille qui se laisse cuire dans l'eau chaude, je saute avant, mais c'est déjà mieux que la plupart des Français qui sont encore en train de cuire mais qui ne comprennent pas qu'il faut sauter. Mais ça reste quand même relativement modeste, hein. Je suis pas Einstein, hein. Ni Finkelstein, ni Eisenstein, ni Stein. Pardon. Donc je suis Philippe Louvet, et je suis un mec qui est né en 50. Alors être né en 50, c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Parce qu'on sait qu'on n'a plus pour longtemps à se faire chier sur cette planète, c'est déjà pour mal. Mais on a vécu des trucs formidables, quoi. Alors, mon pote au téléphone, je lui ai raconté un peu ce que moi j'avais vécu, quoi. Je lui ai raconté ma vie. Et lui, il est gentil, mais il a 35-40 piges, le mec. Il n'a pas vécu là, il n'est pas né à Paris, il vivait dans les îles, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus. Où il y a des Kanaks, ça vous dit quelque chose? Bon. Pour moi, c'est dès que ça dépasse l'hexagone ou l'hexaguine, je suis paumé. Donc je vous laisse voir sur une carte où c'est, quoi. Vous aimez bien l'hexaguine, l'hexagone, vous aimez bien mes néologismes? Bah oui. Tout le monde ne peut pas faire vendre paradigme. Paradigme, ça se vend bien en ce moment, il y en a partout. Non, moi c'est l'hexagone, l'hexaguine, chacun ses petits néologismes. Il n'est pas parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde, forcément. Et donc on a discuté, puis je lui ai raconté ma vie, ma life de Parisien et tout, et parce qu'il ne comprenait pas, quoi. Il ne comprend pas l'arnaque, il ne comprend pas à quel moment ça a basculé, il ne comprend pas. On en est arrivé là. C'est très vieux, c'est très ancien. On voit tous où on est, le degré de corruption de la presse. Sur Internet, les informations circulent tant bien que mal sur tous les moyens de vous niquer. Et je ferai peut-être un reproche au passage quand même aux gens parce qu'ils continuent à focaliser, quoi. J'ai un pote, il est en mouvement détendu. C'est pas que je l'aime pas, le mec, j'aime bien, c'est sympa. Puis j'aime bien ce qu'ils font, détendu, ils bougent. Mais ce que je trouve un peu con, c'est que pas se rendre compte qu'on est tous dans la même merde. Dans l'hexagone, on est tous des burnes, quoi. Dès l'instant où on est mâle et qu'on est blanc, on est mal, quoi. On est condamné à mort, quoi. C'est au remplacement, à l'éradication, faut le comprendre, quoi. Donc le mec il manifeste pour son clocher parce qu'il est tondu, l'autre qui manifeste parce qu'il fait partie des sacrifiés mais pas résignés, l'autre qui fait partie. Non, il faut arrêter. Ah oui, les bonnets rouges, les bonnets blancs, les bonnets de nuit, les kibans de mou, bon, on s'en fout. On est français, tous, et on est tous dans la même merde, parce que s'il y en a un qui bouffe pas, l'autre il bouffe moins. Et s'il y en a un qui touche pas, bah, l'autre il touche moins. Donc il faut arrêter vos conneries de gaminerie, et il faut y aller tous ensemble. Foutre ces merdes en dehors de l'Élysée, en dehors du Sénat, en dehors du Parlement, et reprendre votre pays. Ça c'est mon message ultime. Vous allez comprendre peut-être pourquoi quand je vais vous raconter ma life. Ça vous intéresse ma life? Moi, il commence à me gaver un peu. Bon, je vais vous raconter la partie que j'ai racontée à mon pote. Parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas les Halles. Il ne comprenait pas les Halles de Paris. Il ne comprenait pas Balkany et tout ça. Alors le vieux con qui est devant vous là, actuellement, qui c'était à l'époque des Halles? Ben, c'était un petit loupard qui était né à Paris, sous le boulevard Malesherbes, fils d'un mec qui s'est fait niquer au divorce, et puis qui s'est barré comme un con, la queue entre les jambes, voir une maîtresse, et puis qui a laissé ses 4 gosses sous la pouffe, quoi.
Et la pouffe, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais comme toutes les pouffes, elle était limitée. Donc finalement, ça a été 1 Jules, 2 Jules, 3 Jules, puis elle a fini alcoolo, quoi, la pouffe. Donc, pour le 4e de la portée, c'était pas vraiment rose, quoi. Mais on lui en veut pas, hein. C'était qu'une nana, elle avait son potentiel neuronal de l'époque. C'était une fille de France très moyenne, avec ses cultures très très moyennes, et bon, son destin était pratiquement programmé, quoi. Et donc j'ai eu le mauvais goût de naître fils de pauvre dans un quartier hyper bourgeois du 17e. Et d'être le seul gosse de pauvre de l'école bourgeoise du 17e. C'est d'un mauvais goût. Vous ne pouvez pas savoir. C'est d'un mauvais goût d'être fils de pauvre dans le 17e en 1955, 6, 10, en 60 et tout ça. C'est très 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 mauvais, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore les marques, les chevignons et tout ça, mais il y avait déjà le mec qui était sapé Croix-Rouge, ça se voyait, quoi. Et Malpo, ça c'était moi. C'est con, c'est ballot. Je n'en veux pas, mais ils ne m'aimaient pas. Les fils de bourge de l'époque, ils ne m'aimaient pas. Ils m'ont bien pourri la vie. En dehors d'un seul, d'ailleurs, qui était bien sympa, que je remercie, malgré qu'il soit plus de ce monde. C'était pas cool d'être fauché dans le 17e dans ces années-là. C'est pas cool non plus d'être fille mère. C'était très très mal vu. C'était des voleuses de mari, c'était des casse-couilles, des putes. Donc il y en avait beaucoup qui avortaient, il y en avait beaucoup qui abandonnaient leurs gosses. Il n'y avait pas ce culte de la mère isolette de maintenant qui remplit des bars HLM et des prisons. Non, ça n'existait pas à l'époque. Donc ma mère, elle était divorcée, c'était un peu mieux. Elle a eu un mari quand même, elle a eu. Elle a pu, mais elle a eu. Donc elle était un peu moins mal vue, mais quand même. Elle était toujours susceptible de piquer le mari de quelqu'un d'autre. Donc puis c'était encore assez mal vu le divorce à l'époque, quoi. Surtout pour les pauvres. Et donc je suis comme ça, j'ai grandi là, je suis né au sein, je sais pas où, dans quel hôpital, dans le 18e, dans le 17e. Et Bretonneau, je crois, un truc comme ça, un hôpital qui a été éradiqué entre-temps, parce que plus aux normes. Et puis j'ai grandi boulevard Malesherbes, au 198 d'ailleurs. Ma maman était concierge, ma gentille maman. Faut appeler ça des mamans, de toute façon, maintenant. Qui te tape sur la gueule, ou qu'elle se bourre, ou qui te génocide, c'est pas grave, c'est des mamans. C'est comme ça. On va faire comme tout le monde, on va dire que c'est... Alors ma maman, elle était concierge boulevard Malesherbes, dans un super beau quartier. Je voyais la garde républicaine passer tous les mercredis. Alors à l'époque, c'était bien quand tu étais enfant, parce que tu avais le temps d'être enfant, tu avais le droit d'être enfant, tu avais le droit d'être naïf, tu avais le droit d'être... T'en avais pas pour cher, quoi. Avec 1 centime, tu avais un bonbon, quoi. 1 centime. Donc même 1 centime d'euro, maintenant, je te défie de te mettre quelque chose dans un... Non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas. C'est fini, ça. Donc avec 1 centime, tu avais ton petit caramel, ton caramel mou. Avec 10, tu étais le roi du pétrole, et puis 10 centimes à l'époque... on les faisait tomber, on les ramassait même pas, vous voyez. Donc, c'était pas tant la misère que ça, faut pas croire. C'était plutôt sympa. Puis tu avais les bourges, tu avais la classe moyenne, tu avais les bourgeoises. Les bourgeoises, elles te filaient facilement, à l'époque, 5 francs, quand elles avaient monté leur sac de commission entre le marché et chez elles, quoi. C'était lourd, mais 4 étages, mais 5 francs, c'était quand même quelque chose. Hein. Et pour elles, c'était rien. Mais pour moi, c'est pas mal, quoi. J'étais content. Donc vous voyez, il y avait moyen de s'en sortir quand même, parce qu'il y avait une interactivité permanente entre les classes les plus basses et le milieu, tout ça jusqu'en haut de la pyramide sociale. Il y avait des marchepieds, il y avait des passerelles, on pouvait évoluer. Il n'y avait pas de pauvres, il y avait très très peu de clochards. Les rares clochards qui existaient dans Paris à l'époque, c'était des mecs qui voulaient vraiment, qui aimaient être clochards, qui aimaient revenir par terre, mais des pauvres, il n'y en avait pas. Le dernier des ratés, il trouvait, par exemple, chez une concierge comme ma mère, qui avait la flemme de se lever le matin à 5 heures pour sortir les poubelles, il y en avait 5 ou 6 comme ça dans le quartier, il sortait les poubelles et puis il se prenait un petit bifton, le mec. Donc il n'était pas à la ramasse, il arrivait à bouffer. À l'époque, les halles, et c'est ce qu'a touché mon pote, les halles étaient dans Paris même. Dans Paris même. Tout était dans Paris même, d'ailleurs. Paris, c'était une vraie ville, avec des vrais humains, avec des vrais gens. C'était pas la carte postale de maintenant. Où tout le monde est touriste. On est tous touristes à Paris maintenant. En dehors de quelques petits machins qui existent, un petit bar ici, un petit groupe de gens là, vous êtes des touristes.
À l'époque, c'était une ville, une vraie ville, où tous les miséreux de France venaient chercher des études, un boulot, un truc, et tout. C'était une vraie ville, avec un cœur comme ça, cosmopolite, ouvert à tout le monde. On t'avait beau taper le Rital, si t'étais sympa, t'avais du taf, t'avais à bouffer, on était tous là pour tout le monde, quoi. Faut pas rêver, c'était une vraie ville, Paris. Et donc, au cœur de cette vraie ville, dans le vrai cœur, il y avait deux choses. Il y avait les halles, la nuit. Trois choses. C'est vrai qu'on devient gâteux quand même, 63 ans, j'en oublie. Il y avait trois choses dans Paris. Il y avait les halles, c'était la nuit, ça. C'était vraiment la nuit. Dans les environs, il y avait le Sentier, qui était encore très modeste, très discret. C'était souvent des juifs, mais des juifs ashkénazes, des survivants de la guerre. Ils étaient discrets, ils roulaient pas leur caisse, ils bossaient, ils faisaient chier personne. Ils frimaient pas, ils ne montraient surtout pas qu'ils avaient de l'oseille. C'était le genre de avoir la vieille 404 avec GIG, grand invalide de guerre dessus. Même s'ils avaient des biens, ils se les planquaient, les mecs, ils se la pétaient pas. C'était pas la Mercedes SLC. T'as vu, dis-moi tout à l'heure, c'est la Rolex et tout, elle est belle la Rolex. Non, ça c'était après, ça c'est venu après. À l'époque, c'était des juifs ashkénazes, des yougoslaves, des gens comme ça qui fabriquaient les vêtements pour les Français. On avait beaucoup de vêtements de travail, d'ailleurs beaucoup de gens travaillaient, donc beaucoup de gens étaient en vêtements de travail, le costard, le jean, tout ça, non, j'étais pas encore là. Les pompes, elles duraient 10 ans parce qu'on les réparait, quoi. Maintenant c'est du nique ta mère, et t'achètes, tu mets 120 € dans une paire de niques, et t'es niqué parce que 3 semaines après, 3 mois après, tu les jettes, quoi. C'était pas ça dans le temps, c'était sympa. Donc il y avait les halles, il y avait le Sentier, et il y avait la presse. Parce qu'à l'époque, la presse qu'on lisait, c'était le Parisien, Libéré. Libéré, il était encore le Parisien à l'époque. On était tout content de plus parler en Bauchy, de plus marcher au pas de loi. On ne savait pas encore qu'on allait marcher au pas de la norme, mais on était tout content de plus marcher au pas de loi. Donc le Parisien de l'époque était libéré. Ça s'imprimait peu au mur. Donc côté dans le centre même de la capitale. Alors ce qui était marrant, c'est que dès 11h du soir, entre deux tapins, parce qu'il y avait une grosse prostitution, mais sympatoche, tu vois, c'était humain. Rue des Lombards, rue au machin, tout. Les tapins, elles étaient bien vues, elles étaient bien intégrées dans la société, quoi. Elles n'auraient pas pu faire autre chose, de toute façon. Et il y avait les premiers camions qui arrivaient, boulevard Sébastopol, rue de Romur, les gros camions qui livraient les fruits de toute la France, les légumes de toute la France, la viande de toute la France, aux halles. Parce que c'était des petites rues, là. Il y avait plein de petites rues. Il y avait quelques grands axes, rue du Louvre, rue de Marcel, où des SMI pouvaient passer, mais c'était pas la généralité. Donc les gros engins se garaient à la périphérie du cœur de la France, quoi. Et ça déchargeait à tout va. Alors, il y avait les forts des Halles, c'était des héros de l'époque, hein, c'était légendaire. Je suis fort des Halles. C'était respectable, c'était un mec qui était capable de soulever la moitié d'un bœuf sur l'épaule. Lors de merdouille, tu dois peser au bas mot 300 kilos. Les mecs, ils faisaient des courses entre eux, quoi. Celui qui irait le plus loin avec la moitié d'un bœuf sur l'épaule, quoi. C'était force de la nature, les mecs. Ils vivaient pas forcément jusqu'à 95 piges, mais c'était des forces. Donc ils étaient respectés. Le métier de fort des halles, c'était porter de la viande des camions jusqu'aux halles de la boucherie de Paris, parce que chaque halle avait plus ou moins son rôle, quoi. Les légumes, les fruits, les machins, les trucs exotiques. Bref, chacun. Et il y avait la halle des viandes. Donc il y avait les forts de halle, c'était des héros de l'époque, ils étaient énormes, bien, des bonnes tronches, bien avinés quand même. Il y en avait certains, ils étaient bien rougeaux, quoi. Ils abusaient un peu sur la viande rouge et sur le vin rouge, mais c'était costauds, quoi, les mecs. Donc ils avaient une réputation, c'était des personnages, pas des gens, c'était pas des gens qui pleurent parce qu'ils ont 25 000 € par mois, en oubliant les 150 000 autres. Là, non, ça n'existait pas. Les gens de l'époque, c'était des gens authentiques. Le Fort des Halles, c'était un mec qui avait ses preuves à faire tous les matins. Bon, ben, il fallait qu'il descende des quartiers de viande, et puis c'était pas... c'était pas Yom Kippour, non, c'était lui qui portait la viande. C'était pas un trucage télévisuel comme les concentrations à Mélenchon, quoi. Non, c'était direct live, la viande,
On y va, on marche. Il y avait ça, il y avait les légumes. Alors ce qui était bien, c'est qu'il y avait une noria de petits gens, mais j'en faisais partie d'ailleurs, de petits gens qui étaient là pour donner un coup de main à décharger des camions, mettre ça sur des petits chariots à bras. Il y avait encore des chariots à bras avec des grandes roues. Vous trouvez les photos de l'époque, hein. Allez voir, moi je les ai vus, mais allez voir. Puis il y avait les trucs à moteur électrique ou à moteur thermique. Les moteurs en général, des moteurs que tu retrouvais dans la Dauphine, ou dans les trucs comme ça, des petits moteurs. Et donc le boulot de c'est ce qu'on appelait les diables, on appelait ça des diables, c'était les engins, pas les hommes, hein, mais les engins étaient des diables, c'était de prendre au gros camion la bouffe qui venait de toute la France, de la ramener aux Halles, et puis dans toutes les rues avoisinantes, parce qu'il faut voir la grouillance de magasins qu'il y avait. Il y avait les Halles, mais il y avait dans toutes les rues avoisinantes, il y avait un mec qui te vendait de la banane, un mec qui te vendait du chou-fleur à partir de 3h du matin, qui était un demi-grossiste déjà, un demi-grossiste, puis après il y avait les détaillants. Et donc ensuite, bon, ça se répartissait selon la hiérarchie de l'époque. Et ensuite, après, tu avais les détaillants, quoi, le mec qui avait son petit commerce au Batignolles, dans le 15e, machin, tout ça, qui venait avec son gros portefeuille de mandataire. C'était des portefeuilles comme ça, tu payais tout en espèces, tu avais des portefeuilles, ça comme quoi. Et ils faisaient le tour, bon, ils allaient acheter les pêches là, ils allaient acheter les choux-fleurs là, s'ils faisaient de la viande, ils allaient acheter là. Ils faisaient leurs courses. Et puis après, ils chopaient un porteur, qu'on appelait porteur des Halles, donc les mecs qui conduisaient les diables à main ou à moteur. Et on prenait ces commissions chez les mandataires ou chez les semi-grossistes, on mettait ça sur le chariot et on l'amenait à son estafette qui était garée 5-6 rues plus loin. Et lui, il retournait à livrer ça dans son épicerie ou son détail en banlieue ou en proche banlieue. Et pendant tout ce temps-là, il y avait des bars qui étaient ouverts toute la nuit, tu avais des restaurants où tu pouvais choper une frite pour... je ne veux pas exagérer maintenant, mais avec 50 centimes d'euros, tu bouffais un bout de pain comme ça, un sandwich aux frites, pour 1 euro complet, t'avais royal, quoi. Mais je crois que c'était même pas du niveau de l'euro, quoi. Un repas de la nuit, ça devait peser 50 centimes d'euros, quoi. Donc il y avait toute une grouillance de bars qui ouvraient que la nuit. Ils t'ont laissé les conneries comme le pied de cochon, les attrape-cons, quoi. Le pied de cochon ou 2-3 trucs. Mais à l'époque, Paris était farci de restaurants de nuit, quoi. Faut imaginer ça, une grouillance. Et puis il y avait le quart-monde qui existait déjà, quoi, la petite vieille qui avait pas sa pension de veuve de guerre, qui ramassait des légumes. Tu la voyais, la bonne femme, elle ramassait 3-4 haricots là, une feuille de chou-fleur. Quand nous, on était avec les diables à main ou les diables à moteur, on lui glissait une poignée de haricots qu'on avait chopé dans l'un, 3 tomates qu'on avait chopées dans l'autre cagette, 3 machins. Bon. Ça faisait de mal à personne, puis la petite vieille, elle avait un sourire comme ça, et c'était bonheur, quoi. Je sais pas, un bouquet de persil à l'époque, 20 centimes. Puis, voilà, le restaurant du coin, il était content. Il te filait 1 franc à la place de 20 centimes. Avec 1 franc, tu étais content parce que tu le payais au moins 200-300, quoi. Essaye maintenant. Et donc, tous ces gens qui grouillaient dans Paris la journée, la nuit, quoi, ils avaient une existence la journée. À partir quand la nuit des Halles fermait, c'était les motards de la presse, la NMPP qui arrivaient. Alors, tu avais pareil, une foule de mecs folkloriques. La faune d'un bar se vidait des mecs des Halles et commençait à se remplir des porteurs de la presse. On les appelait les porteurs. Alors les mecs, ils arrivaient avec des vélos, avec un porte-bagages devant, mais souvent, la plupart du temps, c'était des mecs qui avaient une BMW, un sidecar, et qui te mettaient des piles de journaux, mais je te dis même pas, je comprends même pas comment la moto a démarré, surtout que c'était des petites 600 à l'époque, ou des 500. Et les mecs repartaient agavés de journaux, puis distribuaient. Alors il y avait le 17e, le 17e Nord, le 17e Ouest, le 18e, l'autre Ivry, et ils avaient leur tournée, ils repartaient répartir les journaux dans tout Paris. D'autres arrivaient en camion et ils répartissaient ça dans toute la France. Et ça partait par le train, mais ça partait aussi dans des camions autour de Paris, mettons à 200 bornes de Paris, c'était ou 300 bornes, c'était livré par des camions, quoi. Donc ça, c'était la presse.
c'était énorme. Surtout que la presse, à l'époque, et les NMPP, je ne sais pas s'ils y sont encore, il y a longtemps que je n'ai pas été traîné mes lattes à Paname. Maintenant, les tiags sont plus à la mode et que j'en ai plus, donc j'ai plus intérêt de traîner mes tiags à Paname. Mais à l'époque, rue de Réaumur, il y avait NMPP, Nouvelle Messagerie de la presse parisienne, qui diffusait le François et le Parisien. Et le Parisien, ils étaient imprimés là, en face, sur le trottoir. Voilà. Quand tu voulais vraiment bosser, et tu n'étais pas chanceux, bah, tu allais à 5-6 heures du matin là-bas et tu étais le premier à voir ton François ou le Parisien pour aller regarder les petites annonces. Mais il fallait déjà vraiment être motivé parce qu'en général, tu avais du boulot à gaver, quoi. Donc, mais ça sortait la nuit, c'était fabriqué intramuros. Dans Paris, il y avait nos journaux qui partaient sur nos motards et qui partaient dans toute la France, quoi. Il y avait de l'emploi dans Paris. Puis il y avait les mecs qui bossaient. Tu avais le quartier Saint-Antoine. Il y a encore maintenant des bouclards comme Roméo et tout ça, qui vendent des meubles aux friquets. Tu as quelques façades comme ça qui traînent encore au Saint-Antoine, tu vois, le roi du canapé ou machin, bidou, je sais même pas leurs enseignes, j'en ai rien à branler. Mais c'est pipeau, ça, c'est des meubles fabriqués ailleurs. Et qu'à l'époque, c'était fabriqué sur place, dans le faubourg Saint-Antoine, mais dans les ateliers derrière. Quand tu regardes l'architecture de ces quartiers-là, tu t'aperçois qu'il y a des surfaces énormes, quoi, qui sont transformées en loft, à babos, en pièges à partouzard. Mais il y avait des ateliers, 300, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, d'une rue qui allait d'une rue à l'autre, quoi, en fait. Et les meubles étaient fabriqués dans tous ces petits quartiers de Paris, et jusqu'à Montreuil, tu en avais comme ça, des mecs qui faisaient des meubles pour les autres. Donc le boulot, il était intramuros. Si vraiment tu n'avais pas le pot d'être obligé d'aller gratter jusqu'à Montreuil, bah, tu avais ton vélo, quoi. C'était pas sous seuil, quoi. Tu n'avais pas besoin de bagnole, tu ton cash en espèces toutes les semaines, pas de crédit, pas de machin, tu ne devais rien à la personne, tu étais un homme libre et heureux, quoi. Ouais, faut comprendre. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est pour vous donner une dimension humaine de ce qu'était avant l'arnaque, avant le plan de Goldman Sachs, avant le plan de Rothschild, avant la diabolisation, avant la féminisation, avant l'urbanisation. Parce que l'urbanisation, c'est pareil, c'est pas le fruit du hasard. Si on prend les pauvres et qu'on les met à la Courneuve, alors qu'ils bossaient tous les jours à Paris, soit à sortir les poubelles, soit à faire les halles, soit à aller travailler dans un petit atelier de menuiserie, soit aller dans un atelier de mécanique à Levallois, et tu les mets à la Courneuve, les mecs, et forcément ça devient des assistés, parce que voilà, il n'y a pas de boulot là-bas. Donc ils peuvent plus, quoi, ils peuvent plus aller travailler à Paris, les ateliers ont fermé, un mec comme Balkany, vous le connaissez tous maintenant pour le côté people, le côté magouille, mais moi je ne connais même pas, je les zappé, je m'en bats les couilles. Mais à l'époque, Balkany, à l'époque de mes 20 ans, Balkany, c'était quelqu'un. C'était pas le même, c'était peut-être son père d'ailleurs, j'en sais rien, c'est possible. Et Balkany, c'était quelqu'un d'inconnu. C'était vraiment inconnu, mais c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup en sous-œuvre, qui travaillait avec la famille Pompidou, dont la mère, la femme Pompidou a monté les centres commerciaux Carrefour. Alors Carrefour, elle a monté l'enseigne Carrefour. Et Balkany, avec l'architecte Émile Ayot, ils ont monté la société des centres commerciaux qui était place Vendôme à Paris. Et moi, évidemment, j'étais coursier en mobilette. Alors, je connaissais tout le monde, je connaissais les boîtes d'édition, je connaissais les boîtes de disques, les boîtes de pub. Puis comme j'étais pas trop neuneux, je posais des questions, puis je regardais ce qui se passait autour de moi, quoi. Il y avait les appels d'offres. Et j'ai vu les appels d'offres, justement, pour la société des centres commerciaux, les sociétés Villes Nouvelles, les trucs comme ça. J'ai vu l'arnaque s'installer, mais plein pot, live, comme je vous vois, quoi. Et j'ai vu aussi, donc la Balkany, la fortune, elle s'est faite là, quoi, les centres commerciaux, et trucs comme ça. Puis je l'ai vu après, ce petit Levallois, qui était une jolie ville, qui était une petite ville, qui était de l'autre côté des Fortifs, il n'y avait pas de périph' à l'époque encore, mais où les gens travaillaient, il y avait plein d'ateliers, il y a encore Ferrari, il y a encore des gens comme ça, mais il y avait plein d'ateliers, le mec il te refaisait ton fauteuil de bagnole, il te refaisait ta portière, ton radiateur, ton machin, il y avait des carrossiers, des peintres, il y avait tout, quoi. Il y avait une petite industrie géniale, quoi, qui t'évitait de te faire dépouiller la gueule par la vente en continu, en stock constant des pièces 3 fois le prix, quoi. Non, à l'époque on te refaisait ta bagnole, quoi. Tu pouvais te démerder, puis tu bossais en plus, donc tu avais intérêt, quoi. Tu fabriquais tu vendais des batteries la journée, tu t'arrangeais avec le mec, voilà, tu savais où trouver
les ampoules, les optiques de phare, ta bagnole était réparable à la main, quoi. C'est pas de machin. Maintenant, tu plugues, si t'as pas bac plus 8, tu sais même pas ce qui est marqué sur le scanner, quoi. Donc, c'est une arnaque monstrueuse, tout ça c'est un faux progrès. Le progrès, il s'est arrêté de courir dans les années 60-70, il a vu que vous étiez trop con à le poursacher, il s'est arrêté, il a fait ses étirements, et vous continuez toujours. Mais le progrès, il s'est arrêté en 60, dans les années 70, 75, allez 80. Mais là, il y a les petits cerveaux qui ont commencé à se dire, attends, on leur fait des camions, ça dure 20 ans, on va leur faire des camions qui durent 5 ans. On va leur faire des lave-linges qui durent plus 20 ans, mais qui durent 3 ans. Vous voyez, et l'urbanisme, il était dans le même mental de gens qui n'ont pas tellement de couilles et pas tellement de bras, mais qui ont des neurones, et qui sont capables d'anticiper où va courir ce peuple de cons qui croit toujours courir après le progrès. Ils savent très bien où il va courir, donc ils font en conséquence. Les villes nouvelles, l'architecture, le RER, là, on est au Grand Paris, on sait très bien où vous courez maintenant, vous courez toujours après le progrès, mais le progrès, vous l'avez dans le cul. C'est très très clair, pour un mec comme moi, c'est très très clair. Et c'est mon message, c'est mon testament. Je vaux rien en tant que Philippe Louvet. Ce que je peux valoir pour vous, c'est la mémoire que j'ai de réalité des choses, et que vous compreniez, comme moi, comment on en est arrivé à ce que des Claudes de 18 ans passent la journée scotchés sur un iPhone et n'aient pas du tout conscience qu'on les emmène à l'abattoir, quoi. Mais c'est pas fait par hasard, c'est pas que le peuple est con. Le peuple, il veut être gouverné, mais à force de le prendre pour un con, on se dit, bah, puisqu'il n'est pas encore assez con, on va le rendre plus con. C'était ça le jeu. Parce que quand on est malin, bon, les gens, c'est des cons. Et c'est vrai que le Gaulois était naïf, il n'avait pas de raison de se méfier, il était dirigé par des gens sympas, qui voulaient son bien. Donc il n'avait pas de raison de se méfier. Voilà, il arrivait à trouver sa place. Il y en avait pour les riches, il y en avait pour les pauvres, les beaux, les pas beaux. Tout le monde arrivait à bouffer, quoi, à vivre sa vie, quoi. Donc le mec, il n'avait pas de raison d'être méfiant, quoi, simplement. On lui a fait croire à l'Algérie, à la guerre, les méchants, les gentils. On a rendu le peuple con. Mais pourquoi on l'a rendu con? Simplement parce que plus il serait con, plus il serait exploitable. Avec la connerie qu'il avait, des gens lui avaient vendu des télés avec des pièces de monnaie, des monnayeurs, des trucs comme ça. Et on s'est rendu compte que la ménagère, elle achetait des trousseaux. Mais que le mari, c'était un retard à la vente des trousseaux. Donc on s'est dit, on va libérer la femme, comme ça on lui rendra 2 fois plus de trousseaux. Ouais. On lui rendra des trous sales même. Et depuis, on lui vend des trous sales d'ailleurs, y compris le sien. Mais voilà quoi. Et c'est une arnaque programmée. Les gens pensent plus loin que vous. Vous avez une immédiateté, votre week-end, votre retraite, vos vacances, votre paye à la fin du mois, votre RMI même pour les plus pauvres, quoi. Eux, ils vivent. Attends, on va faire ça, dans 10 ans, tac, 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 ils seront là, on va les niquer comme ça. Et c'est comme ça qu'on vous a niqué. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui est la conséquence de. Et vous êtes là encore en train de vous dire, bon bah ouais, faudrait peut-être que quand même, c'est pas juste, faudrait peut-être qu'on vote, est-ce que vous croyez encore que ça va changer quelque chose, quoi? Non, ça va être de pire en pire. Tous les jours, moi je vois vos députés voter 3-4 lois encore plus enculades que la veille. Tu vois, c'est de moins en moins de liberté, de plus en plus de flicage, de moins en moins de droits, de plus en plus de malbouffe. On sait pour qui ils tournent, vos députés, mais surtout pas pour vous, quoi. Surtout pas pour vous, faut pas croire, quoi. Alors, non seulement, avant, vous étiez con et un peu naïf, maintenant, vous êtes très naïf et beaucoup, beaucoup plus con, quoi. Ça, franchement, il n'y a plus de rapport avec la réalité, les choses concrètes de la vie, quoi. Vous comprenez? Plus rien à rien. C'est fashion, c'est mode. Ah ouais, c'est le pantalon au milieu du cul dans telle série, moi je me mets le pantalon au milieu du cul. Non, maintenant, c'est comme ça, et pour tout pareil. Hein. Ah, Rihanna, ouais, super, ah ouais, non, mais je suis contre, parce que l'autre il a dit sur tel plateau de télé que Rihanna, non, alors moi je suis contre, je suis anti. Mais putain, pensez par vous-même, les mecs, arrêtez, c'est un génocide, là, vous êtes des moutons qui allaient à l'abattoir. Alors on me dit à gauche, à droite, et tout, mais au fond du tunnel de gauche, au fond du tunnel de droite, ou même au fond des extrêmes, ça se rejoint, c'est convergent, c'est la porte de l'abattoir. Et vous y allez tout droit. Et vous y allez les yeux sur votre iPhone. Faut même pas le voir, quoi. Moi, ça me fait peur, quoi. Ça me fait très, très, très peur pour vous. Je vous en veux pas. Je sais que vous êtes très cons. Vous êtes plus cons que ma génération. Et ma génération était plus con que celle d'avant. Mais je sais que ça participe d'une volonté globale de rendre le peuple de plus en plus con
pour pouvoir de mieux en mieux le gérer. Donc c'est pas de votre faute. C'est vos gouvernants et ceux qui se cachent derrière vos marionnettes de gouvernants, surtout. C'est ceux-là, les méchants, les vilains. Donc ils ont décidé de détruire mon peuple et mon pays, mon mode de vie, mes valeurs, mais ils ne m'ont pas demandé avant. Donc moi je vous fais des vidéos, parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord avec les méchants. Voilà, c'est tout. J'ai décidé de faire partie des gentils. J'ai passé mon temps, ma vie à essayer de devenir un brave mec. Je suis parti très très con, j'en suis conscient. Je suis parti pas forcément très très cool. Non, pas forcément très très cool, il y en a qui s'en souviennent. Mais finalement, je me suis dit, c'était pas ça. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de devenir un mec bien, un brave mec, un peu moins con chaque jour que la veille, quoi. J'aurais pu faire mieux si j'avais commencé plus tôt, c'est sûr. Si j'avais eu un papa sympa. Mais bon, c'est mon parcours à moi, quoi. Puis il me donne cette patine, cette gueule, ces rides. Il me donne moi, puisque mon regard, et c'est ça que j'essaie de vous apporter, quoi. J'espère que ça vous servira. Après, il y a des plus fins que moi qui vont vous expliquer les choses d'une manière financière, philosophique, eschatologique, ou scatologique d'ailleurs, qui vont vous expliquer les choses de manière intellectuelle, qui vont faire appel à votre intelligence. Moi, je fais simplement appel à votre humanité, quoi. En vous livrant mon humanité comme ça, j'essaie de vous expliquer comment vous aniquer. C'est tout. Bon, c'est pas bien pire qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc là, moi, s'il fallait conclure, je vous dirais, tout est arnaque. Rien n'est vrai, rien n'est ce que ça semble être. Mais c'est pas irréversible, c'est à vous de rechercher les vraies valeurs, c'est à vous de rechercher si ça a marché à cette époque-là, ou s'il y avait une solidarité, ou s'il y avait une création, il y avait une grosse créativité, s'il y avait du boulot pour tout le monde, s'il y avait un vent de liberté qui a pu souffler en 70, et peut-être qu'on avait un peu marre du patriarcat classique et qu'on voulait aller vers plus de liberté, mais c'est surtout parce qu'on nous a manipulé à nous faire croire que c'était notre progrès. Parce qu'en fait, c'était pas notre progrès. Voilà. Si c'était à refaire, je ne tomberais pas dans le même piège. Donc méfiez-vous, le iPhone 5, c'est pas forcément un progrès par rapport à l'iPhone 4. Ce qui serait un progrès, c'est que vous ayez 2 neurones de plus en fonctionnement demain matin. Ça serait ça le vrai progrès. Et que vous détricotiez un pull qui a été commencé bien avant votre naissance, bien avant ma naissance. Un pull qui est en fait la toile d'araignée dans laquelle on va vous enfermer pour vous bouecter comme des moucherons, parce que vous n'êtes pas autre chose. Vous avez beau que vous soyez comme moi dans la merde au plus bas, ou avoir une petite entreprise et croire encore que vous maîtrisez votre destin. Non, vous n'êtes qu'un moucheron. L'araignée, c'est Goldman Sachs, c'est même pas Hollande, c'est une pauvre burne, mais c'est un intermittent du spectacle. L'araignée, c'est Goldman Sachs, c'est JP Morgan, c'est Rothschild, c'est des choses de cette taille-là, quoi. C'est Crédit Agricole qui derrière son enseigne de braves partenaires économiques, en fait, possède énormément de trucs. Tu vois, et si ça se trouve, tu payes ton loyer sans le savoir à une boîte qui appartient à Crédit Agricole. Il faut être vachement vigilant, faut regarder. Il faut voir comment ton papa, qui a 40 ans maintenant, il s'est fait enculer, mais d'une force pas possible, qui t'a enculé à son tour en te faisant croire que c'était comme ça la vie. Non, il faut que tu ailles plus loin, bonhomme. Il faut que tu ailles chercher dans les années 60, 70, comment ça vivait, qui a fait quoi, pour que ça pourrisse à ce point-là, quoi. Et là, tu vas comprendre. Et une fois que tu auras compris, tu vas peut-être te dire, bon, c'était pas cool d'avoir des frites qui étaient des vraies patates, c'était pas cool d'avoir des gens qui te donnaient à bouffer même quand tu n'avais pas de thunes, parce que ils savaient ce que c'était que la vie, que la misère, et que éventuellement, si tu tombais la veste 10 minutes et que tu travaillais, tu avais de quoi becter le lendemain, quoi. Tu avais un mec qui disait, bon, bah écoute, puisque tu bosses, t'as qu'à faire ça pour moi, et tu auras la chambre de bonne là, gratos. Ça vous ferait pas plaisir de revivre ça, de l'humain, de la réalité? Ça vous ferait pas plaisir de vous dire que, bon, vous avez envie de vous sortir de votre rang, là, vous allez monter une petite entreprise, faire bosser un mec, 2 mecs avec vous éventuellement, vous en sortir royalement, sans qu'on vous encule avec les charges. Parce que là, si vous le faites aujourd'hui, c'est plié, c'est même pas la peine d'essayer, c'est plié. Si vous allez bosser pour nourrir des trains de cul cellulitiques derrière les écrans, et surtout ce qu'il y a au-dessus, les banquiers. Voilà, c'est tout ce que vous allez faire. C'est même plus la peine de monter une boîte maintenant, c'est suicidaire. Donc,
Si elle est bonne, votre boîte, il y a une banque qui va dire, tiens, une de ses filiales, hop, elle va vous couler, vous faire de... Bizarrement, vous allez avoir des ruptures d'escompte ou un incident de chez et puis vous allez être en faillite, et puis le syndic va revendre ça à la filiale de votre banque. C'est comme ça que ça marche. Et voilà dans quelle enculade, dans quel monde d'enculade vous vivez, quoi. Et partout au monde, hein, partout au monde. C'est les mêmes qu'on retrouve derrière, bizarrement, derrière tous les dictateurs, derrière tous les trucs, derrière le génocide qui se pointe en Amérique est quand même commencé, ça y est, c'est parti, là. Les mecs qui se font ramasser dans les campements et tout, quoi. Puis je pense que ça commence à partir à Paris, dans certains quartiers aussi, parce que les pauvres, ça dérange, quoi. Donc je pense qu'on est déjà parti pour éliminer de l'humain pour faire tâche, quoi. Donc on commence par le SDF, puis après ça sera les classes un peu plus pauvres, et ça va remonter, quoi. Vous n'êtes pas à l'abri, les mecs, hein. Quoi que vous pensiez, parce que vous avez encore de quoi payer les traites de votre Audi à crédit, là, demain c'est vous, quoi. Ça, vous êtes dans le collimateur, croyez-moi, vous allez y passer aussi. Vous croyez balèze, elle est mignonne, et vous dites que vous êtes un bon commercial et tout, mais vous allez y passer, quoi. Ça c'est clair. Moi je le vois venir, vous ne voyez pas venir, c'est ce qui fait la différence, c'est que là, j'arrive à être l'assiette vide, les poches vides, la tête presque vide, mais j'arrive à avoir encore l'humanité de venir vous adresser la parole et de vous dire voilà comment ça se passe, quoi. Ils m'ont pas complètement niqué, quoi. Ça viendra peut-être, c'est pas impossible qu'il m'arrive un petit problème ou deux, quoi. Je m'en bats les couilles. Enfin, moi aujourd'hui, voilà, j'avais un peu les boules en début de soirée, puis je me suis dit pourquoi la tristesse, pourquoi je vais déprimer, parce qu'un système m'a niqué mon gosse. C'est mesquin, je dis voilà, je vais essayer d'être utile et d'éviter que d'autres se fassent niquer. Ce sera déjà plus humain que de me noyer dans mon petit chagrin, mon petit ego et tout ça. Non, vous n'aurez pas le système, je resterai un humain. Un humain qui s'adresse aux humains pour leur éviter de tomber dans les mêmes panneaux où tellement d'humains se sont fait avoir, quoi. Ils sont balèzes quand même. Méfiez-vous bien, mais méfiez-vous alors absolument de tout, quoi. De tout. Et quand vous pensez être arrivé au bout de ce qui est vicieux, de ce qui est satanique, de ce qui est roublard et de ce qui est pervers, ben non, continuez encore. Il y a pire. Il y a pire. Il y a plus pervers encore. Et c'est pas un délire, c'est pas un fantasme, c'est une réalité programmée, quoi. Dites-vous bien ça. C'est vraiment... pour mes potes rebeux, je dirais c'est vraiment chétan en face. Pour l'autre, je dirais c'est vraiment démoniaque. Moi, je suis athée, donc ne dérange pas. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment satanique, sa mère, quoi. Voilà. On est dans la merde, laissez franc. Ça dépendra de votre capacité de réaction. Il faut aller très très vite, parce que chaque jour, vos lois, vos libertés, votre espionnage, votre répression, votre maladie, ils savent faire. Donc voilà. Allez, je ne pense pas que je vous refais une vidéo tous les matins. Maintenant, je commence à en avoir un peu de la dose. Vous aussi, vous devez commencer à en avoir marre. Il y a quand même dans les 20 qui sont passés, il y a quand même l'essentiel, quoi. Il y a quand même la plupart des clés de l'avenir, de votre avenir et des moyens de le changer. Sachez que pour le peuple, on n'a pas de tank, mais on a des bulldozers, on a des choses comme ça. Tout espoir n'est pas perdu, mais il va falloir bouger très très vite, quoi. Ils sont très forts, ils sont vraiment très très forts. Et je crois que ça a été la découverte de la semaine, c'est que je me suis anti-cocu parce qu'on a beau savoir malin, vicieux, roublard et expérimenté, on s'aperçoit que ça va encore plus loin que ça. Et que c'est des pointus les mecs, hein. Ils ont du monde, ils ont des logiciels, ils ont des programmes, des méthodes. C'est du lourd. À vos neurones les gens, et bonne soirée.